Bonsoir à tous. Je suis Jean Vera, je vais animer cette réunion. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, c'est bon. C'est bon, parfait. Aujourd'hui, nous sommes sur le premier des deux webinaires de la concertation Barmar, webinaire qui va porter sur la sécurité et l'exploitation de la canalisation Barmar. Ce webinaire, on va être ensemble pour environ 1 heure à 1h30. Je vais tout de suite commencer à partager le diaporama et laisser la parole à Manuel Bonnier pour expliquer un peu le pourquoi de ce thème sécurité et exploitation. Ok. Merci Jean, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et dès que tu lances le diaporama, on va y venir. En tout cas, donc dans cette séquence d'approfondissement en webinaire, nous avons dans le déroulé de la concertation jusqu'ici, puis dans sa préparation, et c'est bien normal, des questions sur la sécurité. Et alors, quand on dit le mot sécurité autour de l'installation et donc essentiellement de la canalisation sous-marine que va être Barmar, ça peut adresser différents sujets que l'on va aborder ce soir, avec l'objectif de mettre en lumière ces questions, de partager les mesures qui sont envisagées, que l'on soit dans la phase de construction et même avant ça de conception, que l'on soit dans la phase d'exploitation de la canalisation, tenir compte de la sécurité pour l'ouvrage lui-même et puis pour les activités et dans le cadre des interactions qu'il peut y avoir avec d'autres activités et la navigation, bien entendu. Et donc, ça sera l'occasion de présenter sur ces études et puis d'avoir cet échange en présence de professionnels du sujet, professionnels de la sécurité. Je vais laisser Jean nous présenter les différents intervenants, mais nous avons autour de la sécurité, bien sûr, les acteurs du port et de pilotage et de pilote du port, et puis nous avons les acteurs de la DREAL, puisque nous soumettrons les dispositions de sécurité et les analyses de sécurité, bien entendu, à l'ADREAL. Et j'en dis pas plus pour l'instant pour faire un peu court et laisser la place aux différentes interventions, Jean. Merci. Donc, en effet, on commencera par un rappel rapide sur le projet Barmar. Je pense qu'il y a parmi les participants aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà le projet, donc on passera assez vite sur ces éléments. On aura ensuite un premier focus sur la sécurité dans la conception du projet et dans l'instruction, où on donnera la parole à la fois aux représentants du projet Barmar et aussi à la DREAL PACA. On prendra un premier temps d'échange à ce moment-là, et ensuite on viendra dans deux nouveaux points de détail qui sont les enjeux de sécurité liés au trafic maritime, donc avec deux représentants du Grand Port maritime de Marseille qui se présenteront donc quand on lancera ces présentations et qui nous expliqueront leur rôle respectif. On parlera avec M. Perronel de la sécurité du chantier et de la mission d'un CSPS, qui nous expliquera ce qu'est un CSPS. Et pour conclure, Caroline Delarmina prendra la parole sur les mesures de suivi en exploitation avant qu'on redonne la parole au public. Voilà, tous les intervenants sont là. Et peut-être qu'avant de lancer la présentation, je laisse juste une rapide prise de parole de M. Bourissou, Mme Larue, pour expliquer aussi pourquoi est-ce que ce thème est important dans la concertation. Je, je prends la C'est parole, bon. Corinne. Je te laisse ensuite rebondir si tu le souhaites. Alors, on sera très Vas-y. rapide, hein. Ce thème, on l'avait fléché assez rapidement quand on a construit finalement les modalités. Nous avons vu que les thèmes de sûreté publique, de sécurité des installations reviennent souvent comme étant à la fois des thèmes à approfondir parce que peu connus et à la fois des thèmes à approfondir parce qu'il y a un enjeu sur les territoires, puisque dès lors qu'il y a une proximité, soit d'activité, d'usage en mer, soit de population, parce que résidente à terre notamment, proche de la ZIP de Fos ou des installations de Barcelone, puisqu'il faut penser à nos amis espagnols, nous avons des questions qui sont formulées concernant la prise en compte de l'ensemble des enjeux. Donc, nous avons souhaité que ce thème puisse être positionné à ce stade-là de la concertation,
Pourquoi? Premièrement, parce qu'il fallait déjà effectivement avoir un certain nombre d'éléments de cadrage en tête pour pouvoir l'aborder avec sérénité. Mieux vaut connaître déjà bien le projet et un certain nombre de thèmes avant d'approfondir celui-ci. Et en même temps, on voulait vraiment faire une réunion dédiée avec l'équipe Barmar parce que ça convient bien à cette idée d'un approfondissement sous forme de webinaire. Voilà, donc c'est sur l'idée de ces deux webinaires qui se succèdent, l'idée de pouvoir aller plus loin sur des éléments qui sont quand même à dominante technique et qui méritent des approfondissements à dire d'experts avec des éclairages requis. Voilà pour ma part. Tout à fait. Et on est conscient qu'il y aura des éléments parfois un peu techniques qui vont être présentés ce soir. Si on pêche parfois par excès de jargon, n'hésitez pas ensuite dans les questions, que ce soit dans le chat ou à l'oral, de nous demander les précisions. Madame Larue, peut-être que vous vouliez ajouter quelques mots. Non, vous me faites-il que non. Alors, Non, c'est dans bon, ce cas, merci. je vais tout de suite laisser la parole à Manuel Bonnier en relançant le diaporama. Voilà, pour quelques rappels sur le projet. Oui, quelques rappels. Je vais aller relativement vite. N'hésitez pas dans le fil s'il y a, ou dans la main s'il y a des questions dessus. Qui porte le projet Barmar, donc Barmar, Barcelone-Marseille, c'est une canalisation, c'est aussi une société de projet qui a été créée depuis mi-2025. Elle est portée par trois grands opérateurs historiques gaziers, Enagaz, qui est l'opérateur historique en Espagne, et Natran et Terega, qui sont les opérateurs historiques en France. Ces opérateurs ont l'habitude de gérer des réseaux gaziers, c'est un peu plus de 50 000 kilomètres et 5 000 femmes et hommes qui travaillent dessus. Et ce sont ces trois sociétés donc, qui se sont groupées, 50%, 50-50 France et Espagne, pour porter cette canalisation, cette interconnexion sous-marine d'hydrogène renouvelable. Alors, en quoi consiste le Barmar quels sont les ouvrages? Le principal, c'est la canalisation sous-marine, sur pas loin de 400 km de canalisation sous-marine, qui est située au fond de la mer. À chaque fois qu'on peut, elle est ensouillée. La profondeur de la mer, là où on passe, on est entre 50 mètres et 120 mètres de profond. Et l'ouvrage que nous mettons en place, c'est une canalisation qui fait à peu près 1 mètre de diamètre. À l'amont de cette canalisation, on retrouve à Barcelone une installation qui est une station de compression qui permet de collecter l'hydrogène renouvelable, qui a été amené depuis les producteurs espagnols, de comprimer, donc de monter en pression, on sera de l'ordre de 100 bars pour prendre l'élan pour toute la traversée. Et à l'aval de la canalisation, on retrouve la station d'atterrage à Marseille, plus précisément à Fos-sur-Mer, et la station d'atterrage est donc le moment où la canalisation reprend pied à terre et où elle est connectée au réseau français. Et on va le voir tout à l'heure, elle se prolonge sur le réseau français, s'interconnecte aux réseaux régionaux. La capacité attendue, c'est 2 millions de tonnes par an. Pour se situer, c'est à peu près un quart de la consommation actuelle d'hydrogène en Europe. Donc, c'est un projet d'ampleur pour un budget qui, à ce stade, est estimé aux environs de 2,1 milliards d'euros. Si on poursuit cette canalisation dont je parlais, au moment où nous sommes dans l'étude, elle s'inscrit dans le fuseau que vous voyez en saumon délimité de rouge, là, pour partir de Barcelone, remonter l'Espagne jusqu'au rejoindre le golfe du Lion, puis aller le plus directement possible jusqu'à Fos-sur-Mer. Ce fuseau, il a été établi progressivement par élimination, quelque part, en disant nous ne passerons pas en pleine abyssale, plus de 1000 mètres de profondeur, c'est trop complexe techniquement, on ne sait pas faire. Nous ne passerons pas dans les canyons méditerranéens parce que techniquement, c'est des zones très instables et puis il y a beaucoup d'enjeux de biodiversité. On s'éloigne de la bande côtière autant qu'on peut, qui est très sensible en termes de biodiversité, avec les herbiers notamment, et l'activité. Et vous voyez qu'elle se situe régulièrement entre 25 et plus de 30 km au large. Et à la traversée du golfe du Lion, nous avons établi d'éviter les zones qui ont été prévues pour les fermes d'éolien en mer. C'est quelque chose qui a été étudié avec les promoteurs de ces projets. La canalisation elle-même, alors un petit mot sur la manière dont on va le construire, parce que ça va jouer sur la sécurité, toute la coordination sur les chantiers, M. Perronnet en parlera, puis ça joue sur la situation en mer. Au départ, on construit des tubes d'acier qui font 12 mètres
de long chacun, qui sont aussi revêtus de béton pour leur stabilisation ensuite. Et on va donc, pour couvrir 380 km, produire comme ça 35 000 tubes. Au moment de les poser, ces tubes-là vont au fur et à mesure être amenés sur un bateau central, qu'on va voir dans un instant dans les supports, une forme de grand bateau usine, 250 mètres à 300 mètres de long, sur lequel on va souder les tubes. Donc au niveau, pour faire le lien avec les sujets de sécurité, il y a les contrôles d'étanchéité et de caractéristiques des aciers et des tubes et de leur soudure qui sont faits en usine. Puis les soudures qui sont faites sur le bateau, elles sont à 100% contrôlées et vérifiées. On vérifie à ce moment-là l'étanchéité à nouveau. Et le tube qui est construit comme ça au fur et à mesure, ensuite à l'arrière d'un bateau, on le verra tout à l'heure encore une fois, on vient le poser au fond de la mer et ensuite on l'ensouillera, on l'enterrera. Donc je reviens un instant si tu restes, juste sur ces 3 couches. Ça veut dire qu'on a l'acier en lui-même, qui est épais pour résister à la pression. On a un enrobé en PEHD qui aide à la protection contre la corrosion. On a la canalisation en béton pour la stabilité. On a l'enrobage en béton, pardon, pour la stabilité. Et en cela, c'est relativement proche de ce qu'on connaît sur des canalisations historiquement de gaz naturel. Le slide suivant était effectivement le bateau de pose. J'ai un peu dévoilé le sujet, voilà qui l'illustre, et vous voyez à l'arrière ce bras articulé et les tubes qui ont été soudés sur le bateau principal ensuite forment un fil le long de ce bras articulé qui vient se déposer au fond de la mer, et tout ça est guidé par les navires qui précèdent et ceux qui suivent pour vérifier la bonne pose. Et ça veut dire que dans l'espace de travail de ce bateau de pose, qui avance à peu près à 2 km, un peu plus de 2 km par jour, c'est dans cet espace de travail, on s'assurera avec les acteurs de la mer, et on peut se coordonner avec les pêcheurs pour cela, on s'assurera de la sécurité de navigation, et on sera coordonné avec le grand port maritime aussi pour cela, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence de navigation, et bien informer tous les trafics maritimes de la position de travail du bateau de pose. Je vous ai déjà parlé de l'assemblage de la canalisation. Décidément, j'ai un petit peu anticipé. Vous voyez les différentes phases où on fait la soudure, c'est le point central, le numéro 3, et on vient rétablir la continuité, puisque évidemment, à l'endroit où on fait la soudure, il n'y a pas l'enrobage béton, et donc on vient rétablir les continuités d'enrobé PEHD, d'enrobé béton, au fur et à mesure. Alors, pas avec du béton exactement, mais avec un équivalent, avant de poser la canalisation en fond de mer. Si on poursuit, Jean. Alors, ce qu'on vient de décrire, c'est les modalités de construction vraiment en mer. Ensuite, il y a les deux situations d'atterrage, à Fos et à Barcelone. Et là, on prend l'exemple de Fos, qui va parler davantage pour nous ce soir. Voilà, on voit le point de l'atterrage, donc qui est à côté du pôle minéralier au niveau du Caban, à Fos. L'enjeu dans la phase d'exploitation, mais même dans la phase de construction, c'est vraiment de ne pas perturber ou le moins possible la navigation et d'en permettre la continuité, bien sûr, pour les entrées et les circulations de bateaux. Donc, pour passer sous le chenal de navigation, on va travailler avec un micro-tunnel ou un tunnel qui va être foré, qui va commencer à partir de la terre, à partir de la zone du Caban. On va construire vraiment un tunnel sous le niveau de la mer, qui va nous amener au large sur 1,9 km à peu près au large. Et c'est uniquement après la sortie de ce tunnel-là qu'on viendra faire le raccordement de la canalisation offshore, qui pourra ensuite être posée et être construite sur toute la partie offshore, plus au large, en passant le Thé de la Gracieuse, et puis en allant plus au large ensuite. Et donc, quand on construit d'abord un tunnel dans lequel on placera des buses, et ensuite on viendra, pour les détails techniques, tirer la canalisation et introduire la canalisation à l'intérieur de ce tunnel pour mettre en place Barmar en lui-même. Et sur ce dernier slide, on voulait juste vous partager un zoom où il y aurait beaucoup de choses à commenter, mais je laisserai Caroline de l'Armina tout à l'heure. Et puis, peut-être M. Pipolo en dira un mot sur les différents points d'attention dans toute cette zone. Mais vous retrouvez en tous les cas
le premier encadrement, voilà, on voit ton pointeur, merci. Donc là, on est sur la partie atterrage, c'est l'endroit où la canalisation ressort et se connecte au réseau français. Ensuite, tout se passe en micro-tunnel, en tunnel vraiment, pour aller jusqu'au point de sortie. Le premier point vert, vous voyez, c'est la zone du micro-tunnel. À partir de cet endroit-là, ensuite, on reposera une pause à partir de la mer et d'une barge pour rejoindre le deuxième ensemble vert, où là, on enchaînera sur la pause grand large avec des grandes profondeurs cette fois, après avoir passé le thé de la Gracieuse. Voilà, c'est quelques rappels sur le projet qui permet à tout le monde ce soir de resituer les ouvrages de Barmar et puis de les localiser, de se situer et de mesurer déjà quelques premiers enjeux. Là, nous sommes dans le moment de l'étude vraiment d'ingénierie, de design. On a aussi les études environnementales, les études de sécurité. C'est un moment où on est dans la conception et on prépare l'instruction du projet avec les autorités, en l'occurrence les préfectures. Et je vais donc laisser la parole. Maintenant, je vois l'enchaînement avec Monsieur Fonbonne pour la DREAL PACA et puis Thomas, qui est également chef de projet sur le projet Barmar. Monsieur Fonbonne, c'est à vous. Oui. Ouvrir votre micro. Bonjour tout le monde, Monsieur Fonbonne, donc de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc qui est un service de l'État auprès du préfet, qui exerce donc une mission de police de l'environnement, donc notamment vis-à-vis de ces ouvrages donc de pipeline dont il est question. Alors, je vous dresser en quelques mots le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit ce type d'activité et les principes donc de sécurité et de prévention des risques que la réglementation prévoit vis-à-vis de ce type d'ouvrage et d'exploitation. Donc, d'abord, ce code de l'environnement, pourquoi il s'applique là? Tout simplement parce que le fluide transporté, donc l'hydrogène, est un fluide dangereux. Et donc, pour tous les fluides dangereux, il y a aussi d'autres gaz ou alors des produits chimiques ou des hydrocarbures liquides qui sont assujettis à un principe, je dirais, du droit commun de l'environnement, à savoir ne pas pouvoir commencer à être exploité ou construit avant d'obtenir l'autorisation formelle de l'État, du préfet en l'occurrence, compte tenu de la nature de ces activités. Donc on est sur des procédures d'autorisation préalable, procédures qui sont ouvertes et contradictoires, avec des grands principes qu'on retrouve dans beaucoup d'activités réglementées, à savoir d'abord un dossier de demande d'autorisation qui va comprendre classiquement, outre la présentation du projet, les deux grands piliers qui sont d'un côté l'étude d'impact sur l'environnement et de l'autre côté, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, une étude de danger, sachant que dans le cas particulier de ces procédures d'ouvrage de transport, c'est un dossier qui vise aussi d'autorisation de construire et d'exploiter, donc il vaut au titre du Code de l'urbanisme, de la sécurité au sens du Code de l'environnement, et il emporte aussi toutes les activités qui seraient régies par la loi sur l'eau, en tant que donc l'autorisation du préfet va valoir au titre de ces trois enjeux. Les autres procédures administratives associées, elles, sont disjointes de cette procédure centrale. Ce peut être une autorisation de défrichement, par exemple, pour l'atterrage, si c'est requis, ou le volet espèces protégées et demande de dérogation associée, si c'était le cas, qui seraient et qui seront gérées de façon disjointe à cette procédure, donc qui statue sur l'autorisation de construire et d'exploiter l'ouvrage. Et puis vient se rajouter aujourd'hui donc la Commission nationale du débat public, qui est prévue pour un certain nombre d'activités dont Barmar franchit les seuils et donc qui décide en amont de la constitution du dossier et de la phase formelle d'instruction
cette séquence donc d'échanges amont avec le public. Alors, une fois qu'on a rappelé ces grands principes sur la police de contrôle et sur la procédure d'autorisation préalable, il y a un règlement de sécurité donc, qui est pris en application du Code de l'environnement et qui fixe les grandes règles techniques que doit respecter tout ouvrage de transport de fluides dangereux. Cet arrêté ministériel, il s'applique aussi bien pour les ouvrages à terre que pour les ouvrages sous-marins ou les traversées de lacs ou d'eau douce, le cas échéant. Donc, il est vraiment chapeau et concerne tout type d'exploitation et tout type de fluide, que ce soit du gaz, des hydrocarbures ou des produits chimiques. Il renvoie à des guides approuvés donc par le ministère de l'Environnement et donc par l'État. À titre d'exemple, il existe des guides pour la bonne méthodologie d'élaboration de l'étude de danger. Il existe des guides qui définissent comment le franchissement, la traversée d'espaces naturels doit répondre à telle ou telle modalité. Il existe un guide qui va préciser les différentes typologies de réparation lorsqu'on a des incidents sur des ouvrages ou des endommagements. Il va définir, par exemple, spécifiquement tout ce qui doit être fait et respecté dans le domaine de la protection cathodique des ouvrages. Donc, il y a toute une série de guides comme ça qui sont visés et définis par cet arrêté ministériel, de même qu'il y a un certain nombre de documents de normes de construction des tubes, des normes pour la pose de ces ouvrages, qui doivent respecter évidemment des dispositions spécifiques pour prévenir les endommagements futurs. Donc, il y a un seul arrêté ministériel qui fixe finalement la plupart du corpus réglementaire qui traite de ces ouvrages et de leur sécurité. Autre disposition qu'il est utile de rappeler, comme cela peut exister pour les établissements industriels les plus à risque, on parle des établissements Céveso, on a une obligation pour le maître d'ouvrage et pour l'exploitant d'organiser un système de gestion de la sécurité en interne de l'entreprise qui consiste à formaliser toutes les modalités d'organisation de la société, toutes les procédures qui définissent l'exploitation, la manière dont l'ouvrage va être exploité, toutes les modalités qui traitent des modifications qui peuvent survenir au cours de la vie de l'ouvrage, comment ces modifications sont opérées, toute l'organisation du retour d'expérience qui fait suite à des dysfonctionnements ou des incidents sur l'ouvrage, tout cela sous un mode d'assurance de la qualité, donc avec un processus d'amélioration continue associé, et puis des audits internes et externes. Donc il y a toute une obligation de base qui oblige l'exploitant à être organisé pour avoir une gestion de la sécurité spécifique compte tenu des fluides dangereux qu'il transporte et de l'activité à risque qu'il opère. Voilà pour les grands principes. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, on ne pourra pas rentrer dans le détail des études de danger, ça nous emmènerait assez loin, mais bon, le principe là également est le même que ce qui peut prévaloir pour les installations industrielles à terre et les établissements classés ou Céveso. On a d'une part le principe de ces études de danger qui sont révisées régulièrement, en l'occurrence tous les 5 ans, et dont l'objectif est finalement d'évaluer, de déterminer les phénomènes dangereux qui sont susceptibles de se produire lors de la vie de l'installation, d'évaluer ces scénarios d'accident, leur probabilité d'occurrence, et puis la gravité auquel ça peut conduire. Et à partir de là, d'organiser, de mettre en place des mesures de réduction du risque à la source, des mesures d'exploitation et de maîtrise des risques,
Et puis, si l'accident doit survenir, prévoir en amont les mesures qui peuvent limiter les effets de ces accidents éventuels. Donc tout ça, ça s'apprécie à travers des méthodologies, une analyse de risque et des méthodologies assez complexes vis-à-vis de grilles de criticité, d'acceptabilité, c'est-à-dire c'est un, une combinaison entre la probabilité d'occurrence d'accidents et puis leur gravité. Pour faire simple, un accident très grave qui va conduire à des effets importants, on va accepter qu'il puisse se produire à une probabilité très faible. A contrario, des accidents-incidents ont une tolérance de survenance qui est avec une probabilité plus importante. Et donc, il faut se situer dans la bonne zone que définissent ces grilles d'acceptabilité et de criticité pour que le projet puisse être accepté. Donc ça, c'est le cœur du dossier et de l'étude de la sécurité de l'ouvrage lors de son fonctionnement. On a de façon complémentaire un certain nombre de dispositifs de plans d'urgence qui sont prédéterminés pour pouvoir adopter en cas d'accident les bons réflexes et les bonnes opérations pour limiter les effets donc, de ces éventuels accidents. On a des exercices de test de ces plans d'urgence qui sont menés, comme ça peut exister pour les installations fixes à terre. Et puis, on a un processus, alors il n'y aura pas beaucoup de déclinaisons pratiques au cas particulier de Barmar, mais de façon complémentaire, il y a un principe de la réglementation qui prévoit que vis-à-vis de ces installations les plus dangereuses, on va faire en sorte que l'urbanisation future va être limitée, le cas échéant, pour éviter que dans le scénario d'accident le plus défavorable, on n'ait pas eu une densité de population ou des installations qui seraient exposées comme des immeubles de grande hauteur ou des établissements qui reçoivent du public soient exposés. Et donc, on va limiter cette urbanisation à proximité immédiate de l'ouvrage de transport. Au-delà de ces principes, on a, alors là, plus précisément fixé par des normes ou la réglementation, des dispositions constructives sur la manière dont les tubes d'acier vont être soudés, dans la manière dont les tubes d'acier vont être calculés avec un certain coefficient de sécurité qui va donner l'épaisseur minimale requise pour transporter tel type de fluide à telle pression, par exemple. On va avoir ce principe de devoir protéger par une protection cathodique de la corrosion ces ouvrages avec des dispositifs donc ad hoc. On va avoir des principes de pose sur des lits de sable pour éviter le poinçonnement de l'ouvrage lorsqu'il est posé et lorsqu'il fonctionnera, avec une profondeur d'enfouissement aussi qui est réglementairement définie pour éviter que des travaux tiers futurs, alors quand c'est à terre, c'est des travaux de chantier public, par exemple, des tractopelles qui pourraient venir facilement endommager l'ouvrage. On peut penser aux ancres des bateaux pour ce qui serait d'un tracé marin. Donc, il y a des dispositions comme ça qui sont prévues pour prévenir ce type d'agression externe. Et puis, il y a ce qui relève du vieillissement, je dirais, ou du suivi en service de l'activité, de l'ouvrage, pour prévenir le vieillissement des matériaux, avec là des modalités d'inspection, de surveillance de l'ouvrage, qui peuvent porter soit sur, par exemple, le revêtement externe, comment il vieillit ou comment il se dégrade au fil du temps, ou en passant des pistons instrumentés à l'intérieur de l'ouvrage et en le faisant circuler sur tout le linéaire de l'ouvrage et avec un certain nombre de capteurs qui vont permettre de faire une photographie et un diagnostic précis de la survenance d'un certain nombre de défauts qui sont ensuite analysés et qui permettent d'aller investiguer des points particuliers où on aurait vu par ce passage de piston des défauts et puis de pouvoir faire une maintenance
et une réparation préventive, donc pour, par exemple, changer un certain nombre de tubes si on voit que des défauts apparaissent au fil du temps. Donc voilà, c'est un peu les grands principes que prévoit la réglementation, qui est assez calquée sur ce qui peut exister dans d'autres domaines réglementaires, notamment vis-à-vis des installations classées et des installations Céveso, qu'on retrouve sur tout ce qui est ouvrage à terre et également qu'on devra retrouver sur ce projet Barmar pour sa partie marine. Merci, Monsieur Fonbonne. Du coup, j'avais prévu une slide pour expliquer un peu plus en détail ce qu'on mettait dans l'étude de danger, mais vous avez dit déjà beaucoup de choses. Donc, simplement, très rapidement, on regarde dans la méthodologie de cette étude de danger 2 choses en parallèle. Quelles sont les conséquences d'une fuite? Et donc, on regarde un scénario avec une toute petite fuite ou une fuite plus importante ou une rupture totale de la canalisation. Et derrière, on développe des modèles pour évaluer la dispersion de l'hydrogène à la fois dans la colonne d'eau et puis si cet hydrogène arrive jusqu'à la surface dans l'air. Et puis, on regarde aussi les probabilités d'incidence. Et puis, vous l'avez dit également, et aujourd'hui, pour calculer ces probabilités d'incidence, on se base déjà sur des bases de données existantes qui existent sur l'accidentologie des canalisations en mer. Et donc, pour ça, on a des bases de données qui déterminent la probabilité d'occurrence d'un tel événement ou tel autre événement accidentel. Ces fréquences, elles sont directement impactées, on va dire, par le diamètre de la canalisation. Plus on a une canalisation grande, moins l'occurrence est susceptible d'arriver, moins l'accident est susceptible d'arriver. On regarde le revêtement, on regarde si la canalisation est enfouie ou pas. Et puis ensuite, on va affiner tout ça et tout ce qu'on va recueillir dans ces bases de données par des études spécifiques qui sont menées vraiment dans le cadre du projet, notamment des études sur le trafic maritime, sur le risque dans notre périmètre d'études en Méditerranée, d'avoir un impact de chalutage, d'avoir un impact issu du trafic maritime avec une ancre, par exemple, qui viendrait impacter la canalisation. On regarde la nature du sol, etc. Et tout ça nous permet d'amender notre étude de danger et d'avoir, selon différents scénarios, comme vous le disiez, une probabilité et une gravité. Si on passe à la diapo suivante, toute cette étude va nous permettre ensuite de mettre en place ce qu'on appelle des mesures. Donc, c'est-à-dire quand on jugera que avec l'installation de base, l'installation minimale, on va dire, la probabilité est trop grande qu'on ait un événement, ou en tout cas que le ratio entre la gravité et la probabilité est trop important, on va mettre en place des mesures de sécurité en mer. Et sur ce projet, on a un certain nombre de mesures de sécurité qui sont déjà mises en place et qui sont des mesures de design pour faire en sorte justement que les calculs ne nous conduisent pas au-delà des seuils critiques. C'est déjà l'ensouillage de la canalisation. Donc en France, on va enfouir la canalisation par environ 1 mètre de profondeur sur toute la longueur de la canalisation. Pourquoi sur toute la longueur de la canalisation? Essentiellement parce que côté français, on a des fonds qui sont relativement meubles et que donc l'enfouissement de cette canalisation est possible. On a aussi de temps en temps des enrochements qui sont envisageables, c'est notamment le cas côté français au niveau des croisements de câbles sous-marins, puisque à ces endroits-là, on ne sera pas certain d'obtenir la profondeur d'enfouissement qu'on prévoit de faire sur tout le tracé. Et donc, il est possible qu'à ces endroits-là, on doive enrocher au-dessus de la canalisation pour la protéger. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on fait pour le design lui-même de la canalisation. C'est-à-dire que quand on choisit, et on l'a vu un petit peu sur les slides précédentes, mais le GPMM, les représentants du GPMM vont nous en parler après, quand on positionne effectivement notre tracé en dehors des zones d'ancrage, en dehors du chenal de navigation, c'est aussi des mesures qui sont de nature à diminuer la probabilité de survenance d'un accident. La slide suivante, ça c'était pour la partie maritime. Pour la partie terrestre, là on a évidemment beaucoup de choses. Vous en avez parlé aussi, Monsieur Fonbonne. On a notamment des guides professionnels, notamment les guides GESIP, qui sont une sorte de bible de la construction de canalisation à terre. Et donc, le GESIP, c'est le groupe d'études de sécurité des industries pétrolières qui a développé depuis des dizaines d'années maintenant tout un tas de règles pour la construction de ces canalisations et puis des adaptations qui permettent de renforcer les mesures de sécurité dans le cas où l'étude de danger dirait que sur tel ou tel tronçon, on a un risque accru d'accident. Donc, dans ces cas-là, et quand c'est référencé, quand les résultats de l'étude sont ceux-là, on peut mettre en place des protections physiques avec des dalles PE ou des dalles béton au-dessus de la canalisation.
mais toujours enfouis dans le sol. On peut renforcer le balisage, donc on a ces fameuses balises jaunes que vous pouvez voir un peu partout sur le territoire qui identifient des canalisations de gaz naturel. Mais on va baliser de la même façon. Alors, je ne sais pas si ça sera la même couleur, ça sera sans doute une autre couleur, mais on va baliser de la même façon le tracé des canalisations d'hydrogène à terre, et on pourra éventuellement renforcer le balisage si on est dans une zone où on juge que le risque d'accident est important. Et puis, il y a évidemment des impositions réglementaires qui sont qu'à terre, on a des servitudes au droit de ces canalisations qui empêchent notamment la mise en place de constructions pérennes au droit de cette canalisation. Et donc tout à l'heure, donc ça c'était pour toute la partie design, tout à l'heure Caroline passera un peu plus en détail sur tout ce qu'on fait en phase d'opération pour s'assurer que malgré toutes ces mesures prises pendant le design, pendant la conception, on n'ait pas de problème en phase d'opération. Merci. Nous allons passer à la première série de questions. Monsieur Morin, vous aviez posé plusieurs questions qui concernaient la réglementation. Je peux peut-être vous proposer, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro et poser ces questions en expliquant un peu les recontextualisant. Et ensuite, je vois que Madame Mercier a également levé la main. Donc, Monsieur Morin d'abord et ensuite Madame Mercier. Voilà, Monsieur Morin, c'est à vous. Alors, nous ne vous entendons pas, pourtant votre micro a l'air ouvert. Si on peut reprendre, si ça Sinon, fonctionne pas, on peut essayer de répondre aux questions par écrit. Oui, je vais lire les questions. Allô. Donc, pour Madame... Ah, ça y est, on vous entend. Ça y est. Excusez-moi. Monsieur Morin. Bonsoir. Oui, la question, elle concernait les limites d'application. Comme l'expliquait M. Fonbonne, on va appliquer la réglementation française, mais c'est à partir de quel endroit, comment a été décidé le découpage réglementaire. Donc, autant côté conception qu'ensuite côté suivi en exploitation. Ouais. Monsieur Morin, est-ce que vous êtes vous-même un professionnel des sujets de sécurité? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors oui, Monsieur Houlot ou Monsieur Fonbonne pour répondre sur cette question des... Allez-y, Monsieur Fonbonne, et je compléterai si vous. Oui, en fait, il y a d'abord le champ d'application du Code de l'environnement, puisque c'est ce Code de l'environnement qui est le support de cette réglementation pipeline, qui conduit à ce qui s'applique sur le domaine public maritime. Par contre, effectivement, il y a une double. Il y a un moment donné où le préfet terrestre, je dirais des Bouches-du-Rhône en l'occurrence, en mer, le préfet maritime va prendre la suite, et c'est pour ça que l'autorisation formellement, enfin, alors c'est un peu, je dirais la conception, la pose et la manière d'exploiter l'ouvrage ne va pas changer lorsqu'on va basculer dans la ZEE, enfin, dans la zone économique exclusive, qui, à partir duquel ne s'applique plus stricto sensu le Code de l'environnement. Par contre, le préfet maritime va délivrer un agrément de tracé. Donc, en fait, l'ouvrage aura je dirais un encadrement réglementaire tout au long de son cheminement. Il aurait pu y avoir une situation encore plus complexe s'il avait été dans des eaux internationales. Mais, Monsieur Hollot, vous avez précisé, je crois que le fait que son tracé côtier ait été retenu conduit à ce que finalement, il va toujours être soit sous réglementation Code de l'environnement, soit sous agrément du préfet maritime. Oui, et pour compléter, parce que je vois que les questions tournent autour aussi de la réglementation française versus la réglementation espagnole, j'imagine. La réglementation française va s'appliquer jusqu'aux limites françaises. Alors, vous savez peut-être qu'il y a un sujet en Méditerranée, c'est qu'il y a une zone dans les eaux territoriales françaises que l'État français considère lui appartenir. Et on a aussi une même zone qui fait peut-être 3 ou 4 kilomètres côté que les Espagnols aussi jugent comme étant leur propriété. Donc, en fait, on va se retrouver avec un dossier pour lequel on va demander des autorisations, nous, côté français, jusqu'aux limites définies par l'État français.
et côté espagnol, les autorisations seront demandées jusqu'aux limites définies par l'État espagnol. Donc, on aura une petite portion où, en fait, on aura demandé 2 fois les autorisations, mais c'est lié directement aux aspects au sujet de diplomatie et donc à ce petit désaccord en termes de territoire. D'accord. Concrètement, ça se localisera sur une soudure, quoi, en fait, entre la partie espagnole et la partie française. Non, c'est même pas forcément une soudure, hein. C'est vraiment il n'y a pas d'ouvrage, en fait. On restera sur un pipeline. La limite, la frontière, elle va se positionner. Ça pourra très bien être en plein milieu d'un tube. C'est pas forcément sur une soudure. Merci. Merci, Madame Mercier. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question ou vous exprimer. Oui, bonsoir. Moi, c'est des questions un peu basiques. D'abord, sur les tubes, il était noté qu'il y avait 3 couches, acier, plastique et béton. Donc déjà, sur le PEHD, j'ai vu qu'il pouvait y avoir libération de microplastiques, que ça durait 450 ans et qu'il peut y avoir aussi libération de produits chimiques. Donc, je voudrais savoir ces tubes, comment ils sont exactement fabriqués, quels sont les risques pour l'acier, la corrosion, etc., etc. Donc ça, c'est ma première question. Alors, Thomas ou Caroline, sur l'évolution des tubes de la canalisation dans le temps. Caroline, je te laisse la main si tu veux. L'évolution des tubes, la canalisation dans le temps, bah ça, alors ce fameux revêtement PEHD, c'est le même qu'on utilise pour les canalisations terrestres. Donc on a un retour d'expérience de plusieurs dizaines d'années dessus. Donc on suit, je crois que M. Faubonne l'a évoqué aussi. On va suivre en tout cas pour les parties terrestres l'évolution de son intégrité, vérifier qu'il n'est pas détérioré. Mais notamment ce qui peut arriver sur la canalisation terrestre, c'est plus des phénomènes d'agression de tiers ou de poinçonnement par le terrain environnement, par des cailloux, etc., qui vont le rayer. On n'a pas détecté sur les ouvrages qu'on a en exploitation sur le réseau terrestre de dégradation de ce revêtement polyéthylène significative autre que par ces agressions de tiers. Sachant que là, dans le cas de la canalisation, donc on aura quand même 1 kilomètre à peu près à l'atterrage de canalisation terrestre, donc on surveillera de ces manières-là. Sur la canalisation sous-marine, il y aura l'enrobage béton qui viendra en complément protéger ce revêtement polyéthylène qui ne sera pas directement exposé aux phénomènes externes. D'accord. Merci, Madame Mercier. Vous avez une autre question? Oui, Allez-y. j'avais une deuxième question, c'est que vous nous avez dit plusieurs fois que l'hydrogène n'était pas dangereux. Or, il a été souligné au départ que c'était un fluide dangereux et considéré comme tel pour les mesures de sécurité. Donc, je voudrais avoir des précisions là-dessus. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Ce qu'on a dit, c'est que c'était pas, effectivement, pas dangereux pour l'environnement. C'est-à-dire qu'une fuite d'hydrogène dans l'eau ne nuirait pas à la vie dans l'eau. Après, par contre, on a déjà dit à de plusieurs reprises qu'effectivement, il y avait un caractère explosif à l'hydrogène et que on mettait en place tout un design et toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. C'est d'ailleurs aussi écrit dans le dossier de concertation, hein. Il y a effectivement un sujet sur l'hydrogène qui et nécessite une précaution particulière sur toute la conception, sur les épaisseurs d'acier qu'on utilise, sur la qualité des soudures, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de fuite et que on ne puisse pas avoir de phénomènes dangereux associés. Mais en fait, il n'y a pas de sujet environnemental. Il peut y avoir un sujet explosif, mais en fait, c'est l'étude de danger qui doit déterminer à quel point la probabilité de survenance d'un accident est bien gérée, maîtrisée. Et c'est ce sur quoi nous sommes attendus par les pouvoirs publics, notamment, pour l'obtention de nos autorisations. J'avais une dernière question. Est-ce que vous avez prévu dans le projet d'enlever cette canalisation au bout de 40 ans? Alors ça, c'est une question oui, ou plus tard, ouais. Et c'est une question effectivement qu'on nous a aussi posée de mémoire à Argelès quand on parlait de biodiversité dans le cadre de la concertation. Et en fait, la question, elle se posera à ce moment-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, rien n'est inenvisageable. Maintenant, généralement, quand on pose un ouvrage de ce type-là
et que 40 ans ou 50 ans se sont passés, les milieux et les habitats se reconstituent par-dessus, et il y a très forte chance que revenir retirer la canalisation après coup cause bien plus de dégâts que de la laisser en terre. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour juger ce qu'on fera. Et en fait, quand on abandonne ou quand on arrête d'exploiter des canalisations à terre, il y a un dossier qui est fait qui ressemble un petit peu à des dossiers de construction où on nous demande de regarder un petit peu tous les impacts de cet abandon et de détailler la façon dont on va faire l'abandon. Et donc, c'est ce dossier-là qui fera foi pour dire ce qu'on fera réellement. Mais généralement, comme vous le disiez, même sur Terre, des canalisations qui ont 30, 40, 50, 60 ans, le milieu environnant est revenu par-dessus. En plus, à terre, on a comme je le disais, des servitudes qui empêchent les constructions nouvelles au droit des canalisations, et donc ce n'est que mieux pour l'environnement. Et généralement, ce sont des contraintes environnementales qui font qu'on préfère la laisser en terre que tout réouvrir à nouveau pour la sortir de terre. J'étais présente pour Argelès en visio et les personnes avaient souligné que normalement sur le domaine public, on était obligé d'enlever les installations. Voilà, c'est tout. J'ai Alors, terminé. oui, enfin, sur ce sujet-là, effectivement, la fin de vie de l'ouvrage, la réglementation en tout cas qu'on a évoquée tout à l'heure, donc le Code de l'environnement, laisse, comme ça a été dit par M. Holleau, le choix de la solution définitive d'enlèvement ou de laisser, je dirais, à l'appréciation de la meilleure solution et des impacts. Je vous cite un exemple dans l'étang de Berre où la question s'est posée. Le service chargé de la police de l'eau a considéré qu'il était préférable, que ça aurait causé plus de dégâts au milieu naturel de remettre en suspension et d'enlever un ouvrage plutôt que de le laisser, sachant que quand il reste sur place, en fonction du produit qu'il a transporté, il y a une obligation d'inerter et de rendre évidemment non polluant et sans danger l'ouvrage s'il doit rester en place. Quand il passe sur des terrains tiers, donc il y a une convention de passage qui est définie avec le propriétaire des terrains, qui souvent renvoie à l'échéance de la fin de vie de l'activité le choix de laisser en place ou non, mais c'est décidé en concertation entre le transporteur et le propriétaire terrien. Alors effectivement, quand on est soit sur le domaine du GPMM pour la partie initiale de ce linéaire, soit plus loin sur le domaine public maritime, ce sont les conventions d'occupation de ces deux domaines qui vont également, le cas échéant, fixer les modalités d'enlèvement et de retrait des ouvrages à la fin de vie. Mais en général, autant faire en sorte que ce soit cohérent avec ce que prévoit la réglementation du Code de l'environnement, c'est-à-dire de renvoyer à un examen de détail le moment venu, savoir si la solution de retrait de l'ouvrage est préférable à celle d'un laisser en place. Petite précision technique, vous avez employé le mot inerter. Est-ce que, juste en quelques mots, quelqu'un peut expliquer ce qu'on entend par inerter une canalisation? Ouais, je confirme que dans l'étang de Berre, les deux canalisations ont été inertées. Moi, j'étais sur le projet à l'époque. C'est-à-dire qu'on met un produit inerte, qu'on remplit la canalisation de manière à ce qu'il n'y ait plus de risque de corrosion, ni de quoi que ce soit, ni que la canalisation s'affaisse sans dommage à l'environnement dans le futur. Donc, Merci. voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques dernières questions sur cette séquence? Sinon, nous allons passer la parole aux représentants du Grand Port Maritime. Alors, dans ce cas, M. Pipolo et M. Bonnard, je vais relancer le diaporama et je vous passe la parole. Monsieur Pipolo, Monsieur Bonnard, c'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Ange Pipolo, je suis le commandant de port adjoint du Grand Port Maritime de Marseille et je suis en charge du département de sécurité nautique et opération.
Donc bon, je tiens déjà à remercier les équipes de Barmar de nous avoir conviés, le GPMM, à cette concertation. Et je ne suis pas venu tout seul. Il y a Pierre Bonnard, à qui je vais passer la parole. Bonjour tout le monde, Pierre Bonnard. Donc rapidement, je suis aux côtés de Ange Pipolo en qualité de pilote maritime. Donc pilote maritime, pour que ce soit clair pour tous, on a pour objet, nous, de piloter les navires à l'entrée et à la sortie du port. Donc on manœuvre les bateaux. Et c'est dans ce cadre qu'on m'a proposé de m'associer à cette étude pour justement apporter l'expertise que nous avons dans ce domaine. Je te laisse commencer, puis j'abonderai sur tes propos. Merci beaucoup, Pierre. Donc, merci pour le passage. Donc, on a choisi d'être très bref et très concis en termes de slides et de présentation. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la zone de compétence, la ZMFR, donc la zone maritime et fluviale de régulation. C'est dans cette zone-là que le Grand Port Maritime de Marseille exerce sa compétence de régulation de trafic maritime par le biais de ces 2 STM. Donc, ce sont les services de trafic maritime qui sont portés sur les cartes. Donc, STM, VTS, ce sont des vigies, donc des vigies qui sont opérées par des officiers de port et des agents portuaires, donc pour réguler le trafic. Donc, on travaille sous double casquette. Donc, sous casquette préfet maritime pour la partie qui est située en dehors des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille, et sous compétence préfet de département territorialement compétent pour la partie située dans les limites administratives du GPMM. Donc, la limite entre ces 2 entités, elle est reprise au sein d'un arrêté qui régit un petit peu nos activités. C'est l'arrêté ZMFR, donc qui date de juillet 2025. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu locale. Donc, je vois le curseur passer sur cette fameuse ZMFR. Donc, c'est dans cette zone-là qu'on a compétence pour réguler le trafic maritime, des navires, des bateaux, des engins flottants, en provenance ou à destination du GPMM. Et donc, dans ces vigies-là, vous avez des officiers de port auxquels j'appartiens, donc des officiers de port qui sont des agents assermentés de l'État, qui sont placés en position de détachement au sein du Grand Port Maritime de Marseille et qui ont en charge de faire appliquer la police du plan d'eau, la police de la sécurité de la navigation, la police du balisage, la diffusion de l'information nautique, la police des marchandises dangereuses, etc., etc. Donc, le but de mon propos, ce n'est pas de prendre trop d'espace, mais simplement de rappeler un petit peu quelles sont nos missions, comment est-ce que l'on a travaillé depuis quelques mois ou années maintenant avec les porteurs de projets Barmar, et surtout comment on prévoit et on envisage de travailler par la suite. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est un STM? Donc, qu'est-ce que c'est une vigie? À quoi est-ce qu'elle sert? Elle a pour mission d'assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation, de préserver et de sauvegarder la vie humaine en mer, ainsi que la protection du milieu marin et de nos installations portuaires. Donc, c'est à ce titre-là qu'on assure l'identification, la surveillance des navires, l'organisation du trafic et l'assistance à la navigation, en particulier pour tous les mouvements dont je viens de vous parler. Donc, vous avez bien compris que toute cette organisation ne repose pas sur la seule et unique entité du GPMM. Donc, le GPMM, c'est l'autorité régalienne. Donc, c'est mon directeur général qui a la double compétence, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire. Et on agit sous double casquette en fonction de la mission qui est poursuivie. Donc, dans cette zone-là, comment est-ce qu'on s'organise? Vous avez un navire X ou Y qui va venir se présenter au niveau des accès et ensuite qui sera pris en charge par le VTS, par la vigie, qui coordonnera l'ensemble des services portuaires. Mais là-dessus, je laisserai la main à M. Bonnard qui vous expliquera un petit peu comment est-ce que le pilote embarque, quelles sont les prérogatives, etc. Moi, je veux simplement revenir un petit peu en arrière. Tout à l'heure, je crois que c'était M. Holo, me semble-t-il, ou Mme Delarmina, en propos liminaire, qui indiquait le travail qui avait été fait avec le GPMM concernant les zones en jeu. Donc, ces zones en jeu pour le GPMM, elles sont multiples. Elles sont multiples pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, nous travaillons au sein d'un grand port maritime. Et un grand port maritime, il a plusieurs vocations. C'est un établissement public placé sous tutelle ministérielle, mais c'est aussi un établissement qui doit faire de l'économie. Donc, il y a tout un écosystème et un tissu local qui gravite autour. Donc, nous avons travaillé de concert avec les porteurs de projets Barmar depuis plusieurs mois afin de proposer différents aménagements concernant le tracé et l'atterrissage au sein de notre zone de compétence. Donc, ce tracé, il vous a été présenté rapidement, mais ce tracé préserve à la fois nos zones de mouillage, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir accueillir des navires et à les placer en stationnement en mer en attendant qu'un poste à quai se libère. C'est ce qui fait notre compétitivité
aujourd'hui au moment où je vous parle. Ce tracé, il prend en compte également les évolutions futures et les ambitions du Grand Port Maritime de Marseille concernant des campagnes de dragage, des modifications de balisage ou éventuellement des possibilités de faire croiser des navires au niveau du chenal dragué. Et ce tracé, bien évidemment, il prend en compte la totalité des éléments liés à la sécurité à la fois de l'environnement, de nos usagers, mais également de la canalisation elle-même. C'est pour cette raison que la canalisation et le tracé qui en découle évitent des zones à enjeu nautique, c'est-à-dire les chenaux, évitent également des zones où on peut pratiquer le mouillage dans la mesure du possible et sera ou devrait être enfoui à une certaine profondeur sous le fond marin de manière à pouvoir se prémunir, et je parle de la canalisation évidemment, d'un mouillage intempestif, un mouillage dit de sécurité. Donc, sur ces propos-là, je pense vous avoir dépeint de manière assez succincte et en quelques minutes nos activités, notre fonds de commerce, si je puis dire, avec une touche d'humour. Et je vais passer la parole, bien évidemment, à Monsieur Bonnard, qui m'accompagne en qualité d'expert et de chef du pilotage Marseille-Fos. Merci. Merci Ange. Je vais peut-être vous faire une explication de comment rentrent et sortent les navires du golfe de Fos. Comme ça va peut-être rendre les choses plus faciles pour la compréhension du choix de ce tracé et pourquoi ce tracé nous a paru être le tracé le plus judicieux en termes de sécurité, puisque c'est quand même le thème de ce soir. Il y a une carte qui a été présentée en début de séance qui permettrait de encore mieux expliquer. Est-ce que vous pensez pouvoir mettre la main dessus facilement? Ouais, voilà, ça c'est très bien. Alors, ce qu'il faut entendre, c'est que donc les navires viennent de la mer et il y a comme une autoroute qui les fait cheminer dans le golfe de Fos. Euh, voilà, c'est où il y a le curseur. Donc, il y a une voie montante, une voie descendante, et donc tout le trafic en fait est canalisé par ces voies. Il va ensuite partir soit dans la partie ouest, comme on le voit sur l'écran, pour aller desservir les darses, et Port Saint-Louis-du-Rhône, Darse 2, Darse 1. Et puis il y a aussi une branche qui part vers la Vera dans l'est. Alors, euh, quand quand je vous parle de ces voies, de ces chenaux, c'est là que les navires sont en mouvement. Donc c'est déjà quand on a, si vous voulez, le raisonnement a commencé en se disant bon, quelles sont les zones où il y a le plus de risques? Donc, quand c'est que le navire se déplace et quand c'est que et où sont les zones où le mouvement est déjà limité, moins important. Et donc, les zones marron que vous voyez, en fait, ce sont les zones de mouillage qui ont été citées par M. Pipolo. Ces zones marron, il a dit, elles sont essentielles au fonctionnement du port. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le parking du supermarché, si vous voulez. Sans ça, il n'y a pas d'exploitation du port possible. Donc, il fallait également éviter de mettre la canalisation dans cette partie-là. Donc, on a évité les voies d'accès et les zones de mouillage. Ensuite, on voit quand même, vous allez me dire, qu'à un moment, le tracé traverse des chenaux. Et il y a un moment, c'était incontournable, on n'avait pas le choix. Et c'est pour ça que ça vous a été dit en début de séance, dans le projet Barmar, dans cette partie-là, il a été décidé de descendre profondément sous terre, de manière à ce que les navires qui vont passer dessus, quoi qu'ils fassent, ne puissent pas rentrer en contact avec la canalisation. Parce que finalement, c'est ça le but, c'est que quel que soit le problème rencontré sur le navire, on ne vienne pas en contact avec la canalisation. Alors, je rentre dans le détail. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait rentrer en contact avec la canalisation? Ben, c'est une perte de gouverne, et puis on viendrait, l'ouvrage serait trop près de la zone de navigation, il serait pas protégé, et le navire entrerait dedans. Ça peut paraître stupide, mais si on regarde en arrière, c'est des choses qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps sur un pont aux États-Unis, et ça a surpris tout le monde. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'on a écarté. Et puis, on l'a écarté également avec l'enfouissement qu'il va y avoir. Et puis, deuxièmement, le point qui pose le plus de problèmes, parce que là, c'est plus difficile à quantifier, c'est quand un navire, par exemple, perd sa machine, pour chercher à l'arrêter, le seul moyen qu'on ait, c'est de mouiller ses ancres. Et ce mouillage d'encre pour freiner le navire, donc les ancres rentrent dans le sol, et c'est pour ça qu'il est nécessaire que la canalisation soit enfouie
profondément sous terre. Et là, toutes les marges de sécurité ont été prises, puisque en fait, l'ancre ne pourra pas descendre jusqu'à la canalisation au moment du franchissement de la voie d'accès. Donc ça a été pris en compte. Donc aussi bien la partie déroutement du navire, la partie mouillage du navire. Là, on pourrait se poser la question en disant, mais oui, finalement, le conduit va être près de la zone de mouillage ouest, hein, la zone marron qui est à gauche. Mais en fait, quand on vient mouiller un navire dans une zone de mouillage, on n'est pas dans une phase de navigation, on est dans une phase de réduction d'allure pour aller chercher, pour aller immobiliser le navire pour le mouiller. Donc en fait, on est dans une phase contrôlée de sa vitesse et donc on n'a pas la même problématique en bordure de la zone de mouillage que dans la voie d'accès. C'est pour ça que ça nous semble compatible. Dernier point, donc on a pris en compte donc ces voies d'accès, ces zones de mouillage, tous les accès qui soient pour Port-Saint-Louis, parce qu'il n'y a pas que les navires marchands dans la zone, hein, il y a aussi d'autres activités maritimes et qui doivent être prises en compte. Donc et puis aussi l'anse de Carteau, qui est un point important pour le littoral, puisque c'est une zone abritée qui permet de mettre à l'abri les petits navires par mauvais temps. Ça a été ce qu'on a fait en premier. Et c'est un peu dans la perspective de la canalisation est en service dans le temps, est-ce que ça fonctionne? Puis ensuite, il y a eu quand même aussi tout un travail de projection sur la phase travaux. Ça, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle ce soir, mais c'est vrai que c'est très important aussi, c'était de s'assurer qu'au moment où on va établir on va mettre en place le tuyau, est-ce que c'est compatible avec les activités? Et donc, bien en fait, dans la partie ouest du mouillage ouest, on n'a pas rencontré de difficultés. Ça sera plutôt dans la partie qui est au niveau de l'anse de Carteau, où il va falloir séquencer pour ne pas interrompre le trafic, notamment à destination en provenance de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Mais ça a déjà été dit, évalué, et il n'y a pas de point dur qui a été on n'a pas relevé d'impossibilité. Voilà comment a été abordé le sujet maritime et le côté dangerosité que cela pourrait apporter. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Alors juste moi, Pierre, pour compléter, concernant l'aspect diffusion de l'information nautique, vous avez bien compris qu'on travaille en toute transparence vis-à-vis de nos clients, partenaires et usagers. Donc, ces fameuses phases de travaux, il y en a quelques-unes qui sont actuellement en cours avec des levées géotechniques, etc. Donc, là, c'est le grand port qui communique directement par le biais d'ACPU vers les usagers. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment hyper important. C'est un point sur lequel on a travaillé et on sera très, très vigilant sur le maintien des activités opérationnelles au cours des phases de travaux, parce qu'on sait que c'est au cours des phases de travaux qu'on peut avoir le plus de risques de limiter les activités économiques des différentes zones. Quelques chiffres pour replacer un petit peu dans le contexte au niveau des bassins ouest, donc la carte que vous avez sous les yeux. Bon, le Grand Port Maritime, ça génère à peu près 74 millions de tonnes de marchandises par an. Et sur cette zone-là, on est à un peu plus de 4400 escales de navires de mer par an, avec, vous pouvez ajouter à ça à peu près 1400 escales fluviales. Donc, ce dont vous expliquez, Monsieur Bonnard, le mouillage d'urgence, etc., ce n'est pas une lubie de la part des acteurs et des pratiquants de cette zone maritime. C'est que statistiquement, vu le nombre de navires et de barges qui transitent sur les différentes zones, c'est quelque chose qui est tout à fait probable. Et il y a quand même un point très positif, c'est que les porteurs de projets Barmar n'ont pas cherché à écarter les recommandations et les demandes diverses et variées des acteurs locaux. Aujourd'hui, on peut se satisfaire que le projet répond en ligne aux attentes de l'autorité portuaire et des partenaires associés. Merci. On va continuer avec la présentation de M. Peyronel et puis de Mme Delarvina. Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble et ensuite on passera aux questions pour l'ensemble des intervenants. Monsieur Peyronel, c'est à vous pour nous présenter une autre facette de la sécurité sur le projet, celle du CSPS.
Oui, Peut-être en commençant tout de suite par nous expliquer cet acronyme de CSPS. oui, alors bonsoir à tous. Alors oui, CSPS, Coordination, Sécurité, Protection de la Santé. Donc c'est une mission qui est la seule mission de sécurité des travailleurs pendant la construction qui fait partie du Code du travail. Donc c'est une obligation réglementaire comme tous les maîtres d'ouvrage, dont Barmar est maître d'ouvrage sur le projet. J'interviens ce soir en tant que conseil de Barmar. Et donc, l'objectif du CSPS, c'est justement la coordination des entreprises entre elles, mais également des entreprises de construction du projet avec toutes les interactions environnantes, notamment la navigation maritime, mais pas que, ça concernera aussi les interactions à terre, sur la zone d'atterrage avec d'autres projets, donc le terminal minéralier, il y a d'autres projets de construction un peu plus loin, et par exemple aussi les sites Céveso qui peuvent avoir un impact sur le personnel se trouvant à terre en cas d'accident industriel. Donc l'objectif du CSPS, c'est avec le concours de la maîtrise d'ouvrage, bien entendu, et de tous les acteurs internes et externes au projet, de recenser un peu tous ces risques hors risques propres des entreprises. On va les laisser maîtres de la gestion de leur mode opératoire, la manière dont elles vont construire. On va s'assurer que chaque entreprise qui construit, on va essayer de recenser les risques qu'elle va exporter vers les autres entreprises, qu'elle va exporter en dehors du chantier. Pareil, donc les autres entreprises vont importer ces risques-là et on va coordonner tout ça de manière à, alors je vais être totalement honnête, à limiter les risques de coactivité, donc les interférences des entreprises entre elles et les interférences du chantier avec toutes les exploitations environnantes. Donc ça, c'est quelque chose de légal. Barmar ne peut pas y échapper. Ça concerne aussi les activités offshore. Pourquoi? Il y a quelques années, donc en 2005, on avait été sollicité Bureau Veritas pour les parcs éoliens en mer de Courseulles, Fécamp, Saint-Nazaire et Saint-Brieuc. Donc, après plusieurs échanges avec l'inspection du travail au niveau national notamment, il avait été décidé d'intégrer les activités offshore, car faisant partie de l'opération dans sa globalité, d'intégrer les activités offshore dans la coordination sécurité. C'est pour ça que le coordonnateur intervient maintenant de l'atterrage jusqu'à la partie, bien entendu, se trouvant sous juridiction française sur le plan d'eau. On intervient dès la phase de conception du projet. Alors, la phase conception du projet, c'est quand le projet est en étude. C'est pas encore le cas maintenant. Je pense qu'on est en pré-étude. Madame Delarmina me corrigera. Donc, c'est vraiment la phase étude quand on commence à faire les études du détail du projet. Donc, c'est quand même très, très en amont, mais ce n'est pas encore le cas, maintenant. Mais bon, c'est une phase d'étude qui dure un certain temps pour permettre de travailler sereinement, d'avoir le temps d'identifier de la manière la plus exhaustive possible toutes ces contraintes externes au chantier pour pouvoir les intégrer dans les documents de travail des entreprises. Voilà. Et on arrêtera donc la mission du coordonnateur sécurité s'arrête quand l'installation est en exploitation. Donc, on fait études, construction, essai et mise en service. Exploitation, ça change de réglementation au niveau du Code du travail. Si on peut passer le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà. Le but en phase de conception, c'est quoi? C'est déjà de mettre en place l'organisation générale du chantier. Donc, on a X documents. Je ne vais pas détailler ces documents réglementaires ce soir. On a X documents à travers lesquels nous allons mettre en place l'organisation générale du chantier, mais aussi l'organisation des secours et les dangers liés à la construction. Donc, commencer à parler de mode opératoire, de construction, de fabrication, de pose, de raccordement, etc., etc. Donc, les parties puits, microtunneliers, navires en mer,
construction latérale. Donc, ce sont des phases qui vont être bien définies et étudiées dans la globalité, parce qu'une organisation à terre et une organisation en mer sera bien entendu différente. On va aussi commencer à regarder ce qui se passera dans le futur, la manière dont on interviendra, dont Barmar interviendra dans le futur pour les activités de maintenance sur la canalisation. Et toute cette organisation-là en phase de conception, elle va se faire avec la totalité des acteurs, de manière transparente, honnête et fluide. Pourquoi? Il faut qu'on soit, je le disais, le plus exhaustif possible. Il faut par exemple, qu'on explique aux services de secours qu'on va aller poser des tubes en mer, qu'on va avoir une zone en nearshore, en eau un peu plus profonde, qu'on va avoir des zones à terre. Donc, ça va nécessiter de mobiliser tout un tas de services, le CROSS, etc., un tas de services différents, et cette communication, il va falloir la mettre en place. Et on ne pourra pas la mettre en place quand on aura le premier navire qui sera sur le plan d'eau. C'est pas possible. Donc ça, ce sont des choses que l'on va voir au fur et à mesure dans les services de secours. Les autorités portuaires, donc M. Pipolo, M. Bonnard, bien entendu, on vient de le voir, M. Bonnard l'a très bien expliqué, on a un projet qui vient s'insérer dans et non pas l'inverse, un projet qui vient s'insérer sur des canaux de circulation, etc., qui maîtrise la circulation, qui va maîtriser les risques liés à la circulation, ce sont les autorités portuaires. Donc, il y aura aussi ce travail-là qui va être fait en phase conception, et puis après aussi en phase réalisation, parce que nous, on ne pourra pas s'en passer, pour regarder leurs contraintes, définir leurs contraintes et les intégrer, leurs contraintes, dans nos documents de travail. Et inversement, de temps en temps, on en aura aussi quelques-unes côté construction. Mais voilà, c'est un échange qui va se faire de manière concertée, et les décisions seront prises de manière concertée. Et on dira aux entreprises, on donnera les données d'entrée aux entreprises pour qu'elles organisent leur chantier en fonction de ces données d'entrée. Et non pas la navigation maritime, les exploitants, etc., qui vont devoir s'adapter à la construction. Ça va de soi. On arrive après coup, donc c'est normal d'être conciliant sur ce point-là. Et aussi, par exemple, aussi à les organisations de pêche, parce que on a fait quelques projets en Méditerranée déjà, alors pas pour des canalisations, mais pour des raccordements d'éoliennes en mer. Et on avait l'habitude, par exemple, de voir les autorités locales et les organisations de pêche. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent avoir une contribution sur le projet. Donc, on avait un exemple d'être des navires de garde quand on pose, mais aussi qu'on puisse regarder comment elles peuvent venir après coup travailler de manière sécurisée à proximité ou de l'emprise de travaux. Donc, c'est quelque chose aussi de très, très, très important. Et donc, tout ça, on va commencer on va le voir en phase conception pour partir, dès qu'on passe de la phase conception à la phase construction, de la phase réalisation, avec le plus de données d'entrée possible et la meilleure organisation possible. Il y aura des changements après coup, mais ces changements seront concertés. Si vous pouvez passer, voilà. Donc, bien entendu, en phase réalisation, le rôle du coordonnateur et de tous les intervenants du projet en matière de construction, c'est de suivre et de respecter les mesures qu'on a arrêtées en phase conception. Si on définit des mesures, c'est pour les suivre derrière. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, c'est aussi le rôle du coordonnateur sécurité avec la maîtrise d'ouvrage. Si on a des adaptations pour des raisons X, des diverses aléas, on peut avoir des aléas climatiques, enfin, on peut avoir des aléas de pose, des engins de guerre qu'on n'a peut-être pas vu quand on a fait les recensements, enfin, tout un tas de paramètres qui pourraient venir à un moment donné impacter de façon significative la construction et donc en conséquence peut-être l'organisation de la construction. C'est quelque chose qu'il faudra arrêter, regarder en détail et redéfinir avec l'ensemble des acteurs concernés, impactés par ces changements de mode opératoire.
La communication. La communication, elle va être essentielle dans un projet. Enfin, elle est essentielle sur tous les projets de construction, mais qui plus est quand on a des navires qui sont à X kilomètres des côtes. La communication avec l'autorité portuaire, la communication avec tout le monde. Il faut que cette communication soit le plus fidèle avec les services de secours, qu'elle soit le plus fidèle en place. Donc, il y a aussi tout un système de communication qui sera défini pour le projet. Donc, on fera par exemple pour cela des réunions avec les services de secours pour organiser les secours, pour faire des exercices de secours. On en a eu fait quand on préparait des éoliennes pour aller les mettre au large de Port Saint-Louis ou de Leucate. Donc, faire venir les services de secours et travailler avec eux pour voir les modalités d'intervention, les modalités d'appel, les moyens que l'on doit mettre côté projet à disposition des services de secours, et aussi ça sera du quasi quotidien avec les autorités portuaires, des réunions de coordination, ben pareil. On envoie un navire poser, on envoie un navire faire du transfert du personnel en mer, etc. Ben, il faut qu'on ait l'accord des autorités portuaires pour pouvoir naviguer en sécurité et sans contrainte sur le trafic maritime. Donc avec une interaction de tous sur les autorisations d'accès sur zone de construction en mer. Sachant que au niveau coordination sécurité, on considère les emprises travaux. Alors à terre, c'est facile, une emprise travail, on sait mettre une clôture autour avec des grilles qui font 2 mètres de haut, des panneaux, etc. En mer, ce sera un peu plus compliqué. Et donc, quand on se transfère d'un port d'attache, d'un quai d'attache jusqu'à la zone de travail, on va passer forcément par l'emprise notamment du GPMM, et on aura besoin de leur concours pour coordonner pour que cette navigation se fasse en sécurité. Voilà, donc j'ai un peu résumé de façon rapide la mission du coordonnateur, mais c'est une mission qui est sur la durée, c'est-à-dire qui commence bien en amont, donc dès le début des études, et qui accompagne le client des entreprises jusqu'à la fin de la construction. Voilà. Merci. Juste avant de passer aux mesures de suivi, il y a eu, Madame Larue m'a fait remarquer à juste titre, l'acronyme CPU qui était utilisé dans la présentation du GPM. Est-ce qu'on peut juste préciser ce que signifie l'acronyme CPU dans le domaine maritime? Alors, qui a la réponse? Excusez-moi, vous pourriez revenir sur la slide, s'il vous plaît? Ouais. Celle-ci ou la précédente peut-être, hein, peut-être ici. Sur celle-ci? Dites-moi, je ne la vois pas. Alors, CPA, je peux vous répondre. Je pense que c'était le terme ACPU qui n'est pas sur la diapositive, mais que vous avez cité, je ne sais plus si c'était Monsieur Bonnard ou Monsieur Pipolo, sur les avis effectivement pour informer les usagers d'opérations en mer. Mais je ne sais pas effectivement ce que veut dire cet acronyme exactement. Donc un ACPU, c'est une mailing list, c'est un avis à nos clients, partenaires et usagers. On a une obligation de diffusion de l'information nautique dans notre zone de compétences, et donc c'est l'acronyme utilisé pour référencer le document dont je vous parlais. Donc les ACPU, donc ces avis à nos clients, partenaires et usagers, sont diffusés à pas mal de personnes, à pas mal d'adhérents, à pas mal d'associations, aux organisations professionnelles, aux associations professionnelles, dont l'UMF, dont la ACN, et sont consultables sur le site du GPMM. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, dans ce cas, Caroline, je te repasse la parole. Voilà, sur les mesures de suivi. Voilà, donc pour les mesures de suivi, je vais essayer d'aller un peu vite parce que Monsieur Faubonne les a déjà presque toutes décrites. Donc effectivement, une fois que la phase de conception est passée, une fois que les autorisations de construire et d'exploiter, y compris sur la partie sécurité, ont été obtenues, qu'on a construit la canalisation en toute sécurité
en bonne coordination avec l'autorité portuaire, avec les autres usagers de la mer, avec les services de cours, avec l'appui du CSPS, on va exploiter cette canalisation pendant une durée de 40 ans. En tout cas, elle est conçue pour 40 ans et peut-être qu'elle pourra durer un peu plus longtemps. Et c'est le suivi en exploitation qui va nous permettre de surveiller son état et de mieux connaître sa durée d'exploitation possible. Donc en premier lieu, on va avoir pendant toute l'exploitation une surveillance en temps réel des paramètres de la canalisation. Donc on va mesurer notamment en permanence la pression dans la canalisation et le débit, c'est-à-dire qu'on va compter l'hydrogène qui rentre à Barcelone, on va compter l'hydrogène qui sort à Fos-sur-Mer, et tout écart sur ces mesures, donc que ce soit une baisse de pression ou un débit qui sort qui n'est pas le même que celui qui rentre, peut être indicateur d'un défaut ou d'une fuite sur l'ouvrage. Sur la partie terrestre, on a évoqué aussi le guichet unique pour les travaux tiers. Donc effectivement, ça a été évoqué aussi, la crainte d'avoir finalement un engin de travaux publics qui vient faire des travaux non déclarés et endommager la canalisation. Donc il y a une réglementation qui impose de déclarer ces travaux. Et donc les équipes d'exploitation vont suivre toutes les demandes qui sont déclarées pour des travaux à proximité de la canalisation. Et systématiquement, elles vont se déplacer sur place pour localiser précisément la canalisation et donner à l'entreprise qui va réaliser ces travaux toutes les consignes pour pouvoir travailler en sécurité. On va également surveiller très régulièrement l'environnement de la canalisation. Donc à terre, c'est facile d'accès. Donc là, on va pouvoir avoir des fréquences de surveillance à pied, par la route, même des surveillances aériennes périodiques. Sur la partie maritime, on aura des inspections périodiques par des robots sous-marins équipés de caméras. Donc c'est un peu les mêmes systèmes que ceux qu'on a vus qui permettaient de surveiller et de contrôler la bonne pose de la canalisation. Donc ça va être ces mêmes robots qui vont nous permettre régulièrement de venir surveiller l'environnement de la canalisation sous-marine, de vérifier si elle est toujours bien ensouillée, s'il y a des signes extérieurs qui peuvent donner à penser qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu, par exemple, des sédiments qui ont été déplacés suite à une tempête et qu'il faut peuvent venir de nouveau remettre des sédiments sous l'ouvrage pour le protéger, ou de même manière au niveau des enrochements. Et puis, Monsieur Faubonne l'a évoqué également, on a des opérations d'inspection périodique par des pistons instrumentés. Donc, vous envoyez une photo à droite. Donc, c'est des instruments qui sont très perfectionnés, qui sont pleins de capteurs et qu'on va faire passer par l'intérieur de la canalisation. Donc, qu'on va rentrer dans des sas aux extrémités de la canalisation et qui vont mesurer très précisément la géométrie de la canalisation, l'épaisseur d'acier. Donc, ils sont capables de détecter et de localiser vraiment très précisément la moindre déformation géométrique, la moindre baisse d'épaisseur d'acier, et qui vont nous permettre, si on détecte qu'il peut y avoir effectivement un défaut sur l'ouvrage, de venir intervenir de manière préventive avant qu'il y ait une fuite pour faire une opération de maintenance ou de réparation préventive. Alors, ce qui m'amène à la slide suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe si, malgré tout le soin qu'on a mis dans la conception, dans la surveillance de l'ouvrage, une fuite arrive malgré tout. Donc, il faut savoir quand même que sur les canalisations maritimes, les risques de fuite sont extrêmement rares. Donc tout est fait pour que vraiment il n'y en ait pas. Donc on conçoit l'ouvrage pour qu'il n'y ait pas de fuite pendant toute sa durée de vie. Si malgré tout on détecte une fuite, la première mesure sera d'isoler la canalisation. Donc on aura des vannes, des gros robinets de part et d'autre de la canalisation sous-marine à Barcelone et à Fos-sur-Mer, qui vont permettre d'éviter que l'ouvrage soit encore alimenté en hydrogène. Ensuite, il s'agira de localiser la fuite. Alors, ce sera plus facile si c'est une fuite sur les tronçons terrestres que sur les tronçons maritimes. Le tronçon terrestre, on a moins d'1 kilomètre, que ce soit à Barcelone ou à Fos-sur-Mer. Si c'est sur la partie sous-marine, on aura peut-être besoin de recourir de nouveau à ces robots sous-marins équipés de caméras pour localiser plus précisément l'emplacement de la fuite.
de la fuite. Et ensuite, on a des réparations qui sont possibles, soit par des manchons de réparation, soit carrément par la coupe et le soudage d'un nouveau trousson de l'ouvrage. C'est des opérations qui sont évidemment beaucoup plus faciles à faire à terre. Donc là, on a des interventions, des équipes d'intervention en interne ou en faisant appel à des prestataires qui sont capables d'intervenir pour réparer de telles fuites. Même poser des manchons de réparation en anticipation s'il n'y a pas eu de fuite, si un défaut a été détecté par les inspections, notamment de pistons évoquées précédemment. En mer, c'est des opérations qui sont plus complexes. Donc pour ça, il faudra faire appel à des entreprises très spécialisées, donc qui existent et qui feront appel à des moyens vraiment très spécifiques, avec des plongeurs, des moyens robotisés, sachant que, vu la profondeur de pose de la canalisation, on l'a évoqué, entre 50 et 120 mètres sur la majorité du tracé. Pour des plongeurs, c'est des opérations très spécifiques avec des mélanges très spécifiques, des durées d'intervention qui sont réduites. Donc effectivement, il s'agit d'opérations qui sont complexes mais faisables sur les tronçons maritimes. Et j'en ai terminé pour cette partie exploitation et maintenance de l'ouvrage. Merci beaucoup. On va en effet passer au deuxième temps de questions. Donc, questions à la fois qui peuvent concerner le rôle du CSPS, les mesures de suivi ou la présentation du GPMM sur les contraintes liées au trafic maritime. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main virtuellement et puis vous pouvez ensuite ouvrir votre micro. Alors, Madame Larue, allez-y. Oui, en l'absence de questions. Moi, j'ai juste une question pour le coordonnateur de la sécurité, parce que dans les discussions, enfin, dans la compréhension du projet que j'ai pu avoir, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne partie de trafic lié aux camions qui vont amener les tubes. Qui va être, enfin, c'est un trafic qui semble important, puisqu'il y a un nombre de tubes important. Et ma question, c'était, est-ce que la coordination de sécurité vaut aussi pour cette partie-là, je dirais, du chantier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le chantier maritime ou l'arrivée sur le port, mais il va y avoir quand même comment dire, des manutentions importantes liées à l'arrivée de ces camions. Donc, c'était juste une question de compréhension par rapport à votre travail. Alors, en fait, la coordination sécuritaire s'applique dans les emprises du projet. En revanche, effectivement, ce sont des points sur lesquels nous allons être très attentifs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a une expérience, notamment avec Natran, donc anciennement GRT Gaz, sur des chantiers de pose, de canalisation, etc., avec les problématiques, comme vous dites, d'approvisionnement, mais aussi de déchargement des tubes, etc. Et on a eu, il y a quelques années, quelques problèmes avec des tubes, par exemple, des tubes qui s'étaient, par exemple, décrochés des porteurs. Et donc, ce sont des points sur lesquels on va être très, très attentif. Et donc, il y aura certainement aussi des prescription de la part de Barmar en matière de transport, de tous les transports. Il n'y a pas que l'étude, il y aura aussi des engins, etc. Même si le code de la route s'applique à tout le monde, il y aura probablement aussi cette vision logistique qui va être regardée. Et surtout sur un point également, c'est comment on arrive, par quelle voie on doit arriver, est-ce qu'on va pouvoir circuler, est-ce qu'on n'aura pas de point de contrainte pour la circulation en fonction des gabarits, des porteurs, etc. Donc effectivement, l'étude du tracé va se faire, les opérations de chargement, déchargement vont être regardées, et s'il y a des contraintes à donner aux transporteurs, enfin aux entreprises qui vont faire appel aux transporteurs sur la méthodologie de sécurisation de des tubes et pas que de tous les accessoires du génie civil, etc. Elles seront également étudiées en phase de conception sans aucun souci. Oui, merci, Monsieur Perronnel. Et pour compléter, effectivement, en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'utilisateur des transports, nous aurons aussi l'attention
sur les modalités logistiques, et puis on verra aussi la part entre ce qui est acheminé en routier, en maritime, on verra l'ensemble des chaînes logistiques. Merci. Est-ce que vous avez pensé à d'autres questions ou d'autres interventions pendant ce temps? Monsieur Fonbonne, allez-y. Non? Je croyais vous avoir vu lever la main. Oui. C'est une erreur de manipulation. Mais puisque j'ai la parole, je voudrais juste poser une question de curiosité. Est-ce que l'atterrage à Barcelone donne lieu également à un microtunnelier, à un arrivée par microtunnelier? Oui, on est dans le même type d'environnement à Barcelone. Donc, effectivement, pour limiter l'impact sur le trafic maritime, on arrive aussi en microtunnelier. D'accord. Eh bien, voilà. Voyons s'il y a des questions complémentaires. Je pense que s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va pouvoir en effet lever la réunion. Peut-être juste si Madame Larue ou Monsieur Bourissou, si vous avez quelques mots de conclusion. Et puis on va aussi rappeler le calendrier quand même pour dire qu'il y a demain un autre webinaire qui sera dédié au sujet de la gouvernance et du modèle économique. Et puis que la réunion de clôture se tiendra le 6 juillet à Fos-sur-Mer. Mais peut-être Monsieur Bourissou ou Madame Larue, si vous avez un mot de conclusion. Juste pour peut-être rappeler que ces questions de sécurité nous sont apparues effectivement très importantes, un peu compliquées à suivre, je pense, pour tout un chacun, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une assez bonne vulgarisation quand même de ces questions-là, même si du point de vue des individus, on a un peu du mal à se rendre compte finalement de la manière dont l'ensemble de ces contraintes sont prises en compte, hein, et c'est leur degré, je dirais, de dangerosité. Ce qu'on peut comprendre en tout cas, c'est qu'elles sont sous effet réglementaire, hein, et donc cette réglementation-là nous a été expliquée. Alors, je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions qui viendront, et pour ceux qui sont là, faut pas se limiter au temps de parole d'aujourd'hui, hein. Il y a la possibilité de poser des questions sur le site, et du coup, les personnes vont pouvoir, les maîtres d'ouvrage vont pouvoir y répondre plus précisément. Donc, ce n'est pas que ce seul temps qui est consacré à la sécurité, il est aussi sur l'ensemble de la concertation. Mais en tout cas, c'est un point qui nous avait semblé effectivement important, et je crois qu'on a abordé de manière un peu diverse aujourd'hui. Je ne sais pas si Mathias veut rajouter quelque chose. Il fait comme moi tout à l'heure. Il dit, voilà. En tout cas, laisse conclure, je n'aurais pas dit mieux. Merci bien. Et puis, à demain pour ceux qui seront là demain sur les questions plus d'économie, qui était effectivement un thème qui est arrivé au fur et à mesure de la concertation, hein. On avait laissé avec les maîtres d'ouvrage le thème de ce séminaire de demain un peu ouvert en fonction de ce qui arriverait comme nouvelle question, celle de l'opportunité économique de ce projet a été sans cesse, je pense, questionné sur différents aspects, au regard du marché de l'hydrogène, au regard du coût environnemental, que ce soit pour la Méditerranée, pour l'Espagne, pour la France, que ce soit aussi pour le lien avec la connexion pour l'Allemagne ou le reste de l'Europe. Je pense que ce sont des questions qui vont être abordées demain et qui viendront bien compléter la discussion d'aujourd'hui. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci nos intervenants, M. Piccolo, M. Bonnard, M. Fonbonne, M. Peyronel. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous tous. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.